Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à un enregistrement qui traite d'un modèle d'affaires qui se passe essentiellement à l'insu des déposants et des autres créanciers d'une institution de dépôt, ainsi que des personnes directement concernées, soit les emprunteurs. Mais dans ce contexte, à l'insu n'est pas synonyme d'inconséquent. C'est un modèle d'affaires qui, lorsque laissé à l'écart de réglementations rigoureuses, peut mener à des conséquences très désolantes en raison de problèmes de motivation qu'il renferme. Il réunit les marchés des institutions financières avec les marchés des capitaux et, lorsque mis en œuvre avec prudence, apporte une efficience des marchés intéressante. Bienvenue à la titrisation. Le présent enregistrement expose la titrisation comme modèle d'affaires et surtout comment la titrisation, qui échappait aux pratiques prudentes, est devenue un catalyseur important de la crise financière mondiale de 2008. Le présent enregistrement renferme les notions les plus complexes du cours, ainsi que plusieurs sigles et acronymes. C'est pourquoi j'ai inclus, dans le plan de cours détaillé, des hyperliens à un schéma de la titrisation et à un guide terminologique. Je vous invite d'avoir ce schéma et ce guide ouverts sur vos écrans lorsque vous écoutez cet enregistrement. N'hésitez pas à prendre une pause de l'enregistrement afin de vous repérer grâce au schéma ou au guide terminologique. La titrisation, en anglais securitization, est le processus par lequel un prêteur vend à un fonds commun les créances liées au prêt que le prêteur a consenti. En vendant de telles créances au fonds commun, le prêteur vend du même trait le risque de crédit, c'est-à-dire le risque de défaut de paiement qui se rattache à ces créances. En anglais, on appelle souvent le fonds commun dans ce contexte Special Purpose Vehicle ou SPV. Pour financer l'achat, le fonds émet ses titres dans le marché primaire des capitaux. Les titres du SPV donnent le droit à leur propriétaire de recevoir une partie des flux d'intérêt et de capital que recevra le fonds en lien avec les créances, moins les frais de gestion liés à ces créances. En quelques mots, la titrisation, c'est la transformation de créances en titres adossés à des créances. En anglais, Asset Backed Securities ou ABS. Dans ce module, je ferai désormais référence aux titres adossés à des créances par l'acronyme TAC ou TAC. Je vous invite maintenant à prendre une brève pause de cet enregistrement et d'examiner le schéma de la titrisation, dont l'hyperlien se retrouve dans le plan de cours détaillé. Le schéma est une excellente représentation de la titrisation. Il renferme toutefois la nuance des tranches, que je n'aborderai pas dans le cadre de cet enregistrement par souci de venir à l'essentiel pour les fins du cours. La référence aux titres adossés à des actifs dans le milieu du schéma, comme étant la traduction de Asset Backed Securities ou ABS, est en fait une référence au TAC. Nous aborderons plus tard dans le présent enregistrement les MBS et les CDO présentés dans le schéma comme étant des exemples de ABS. Passons aux fonctions associées à la titrisation et des participants qui s'occupent de celle-ci pour exposer pourquoi les créances se vendent. Ce sont les banques d'investissement qui s'occupent habituellement des fonctions suivantes associées à la titrisation. Premièrement, l'arrangement de l'opération. Deuxièmement, l'achat des TAC sur le marché primaire de capitaux. Et troisièmement, créer ou faciliter l'achat des instruments qui augmentent la qualité des TAC, comme les swaps sur défaillance, en anglais Credit Default Swaps ou CDS. Nous aborderons les CDS plus tard dans le présent enregistrement. En revanche, c'est habituellement l'institution de dépôt génératrice des créances qui s'occupe de la gestion des créances titrisées, y compris la perception des créances et le renouvellement des prêts à la fin de chaque terme, le cas échéant. Notons que plusieurs types de créances font l'objet de titrisation, y compris les créances liées à des cartes de crédit et les créances liées à des prêts hypothécaires résidentiels. Pour illustrer les motivations pécuniaires qui sous-tendent la titrisation et comment le tout peut se passer à l'insu de l'emprunteur, imaginez que la banque X consent un prêt hypothécaire de 500 000 $ à Mme Leblanc.
Imaginez aussi que ce prêt est amorti sur une période de 25 ans et qu'il sera assorti d'un taux d'intérêt annuel de 3% pendant les 25 ans. Quelle est la valeur présente de ce prêt le jour où il est consenti? En d'autres mots, si la banque X voulait vendre la créance associée au prêt à Mme Leblanc le jour où la banque X le consent, combien vaudrait la créance compte tenu, par exemple, de l'amortissement sur 25 ans à un taux d'intérêt de 3%? C'est un calcul qui est assez complexe et qui dépend de plein de variables. Par exemple, la probabilité du défaut de paiement de Mme Leblanc et, le cas échéant, la valeur de la maison relative au moment que Mme Leblanc demeure à verser au créancier. Toutefois, en général, la valeur du flux de capital et d'intérêt futur au prêt est supérieure au montant du prêt lui-même. Dans le cas hypothétique, en présumant aucun défaut de paiement et aucun paiement anticipé de la part de Mme Leblanc, et en présumant qu'elle renouvellera le prêt auprès de la même créancière pendant les 25 ans, le revenu d'intérêt pour la créance s'élève à presque 210 000 sur la période de 25 ans. En d'autres termes, le total de paiement de capital et de frais d'intérêt qui seront versés à la créancière du prêt s'élève à environ 710 000 sur les 25 ans. Alors, si la banque X réussit à vendre la créance associée au prêt à Mme Leblanc pour 510 000 peu après l'avoir consenti, cela peut être très intéressant pour la banque X. Imaginons que la banque X réussit à vendre ses créances à ce prix, tout en retenant la responsabilité de gérer ses créances titrisées moyennant des frais que le fonds propriétaire de la créance lui sera appelé à verser pendant les 25 ans, ce qui est en fait une pratique courante de ce modèle d'affaires. Ainsi, c'est plus intéressant pour la banque X, et l'opération est invisible aux yeux de Mme Leblanc, car la banque X demeure le point de contact pour tous les éléments de son prêt hypothécaire. Passons maintenant aux avantages associés à la titrisation, d'une part de la perspective de l'institution de dépôt qui génère les créances, et de l'autre part de la perspective des fournisseurs de capitaux, autrement dit, les investisseurs. De la perspective des institutions de dépôt, la titrisation renferme au moins 3 avantages. Premièrement, elle permet aux institutions de dépôt de profiter à la fois des relations avec leurs clients et des opérations sur les marchés de capitaux. Deuxièmement, en vendant les créances, les institutions de dépôt cèdent le risque de crédit, c'est-à-dire le risque de défaut de paiement qui accompagne ces créances. Et troisièmement, elle permet aux institutions de dépôt de transformer des actifs à court terme, moyen terme ou long terme, c'est-à-dire les créances, en argent qu'elle peut utiliser immédiatement. Cet argent peut être ensuite utilisé pour consentir de nouveaux prêts, dont les créances peuvent également être vendues à leur tour, ce qui permet au processus de se répéter. De la perspective des fournisseurs de capitaux, la titrisation permet d'investir dans les créances, une catégorie d'actifs qui est normalement inaccessible pour un grand nombre d'entre eux. De plus, comme nous allons discuter dans quelques minutes, lorsque la titrisation suit son bon fonctionnement, elle peut mener à un rapport qualité et rendement intéressant pour les propriétaires des TAC. Toutefois, comme vous le constaterez en visionnant le documentaire Money, Power and Wall Street, la crise financière de 2008 a mis en évidence les problèmes de motivation associés à la titrisation et à l'usage de l'autre instrument financier au centre de la crise de 2008, soit le swap sur défaillance, en anglais Credit Default Swap, ou CDS. On ne passera que quelques minutes sur les swaps sur défaillance à la fin du présent enregistrement, car le documentaire les adresse à fond, y compris par le biais d'une entrevue intéressante avec Blythe Masters et les membres de son équipe qui ont créé ces swaps. Comme l'expose le documentaire, Masters et son équipe ont mis sur pied le CDS en 1994, lorsqu'elles œuvraient au sein de la banque d'investissement de l'énorme groupe financier américain JP Morgan Chase. Comme l'expose aussi le documentaire, elles n'avaient pas anticipé que le CDS pourrait devenir un instrument financier catalyseur de l'effondrement de l'économie mondiale, et ce seulement 14 ans après sa création. Bon, revenons à la titrisation et les problèmes de motivation qui peuvent l'entourer.
Au sein de ce modèle d'affaires, que de consentir des prêts dans le but de céder la créance et le risque de crédit qui s'y rattache, on peut assez facilement constater que les motivations de tels prêteurs peuvent différer grandement de ceux qui gardent la créance. Comme les prêteurs qui vendent les prêts n'assument plus les risques de crédit qui s'y rattachent, les normes applicables à l'octroi de tels prêts peuvent aisément se dégrader. Et se sont bel et bien dégradés aux États-Unis dans les 7 ou 8 années précédant la crise de 2008. Certains diraient plutôt que les normes se sont assouplies. Peu importe la sémantique, les institutions de dépôt qui ont adopté la titrisation comme modèle d'affaires, surtout aux États-Unis, ont commencé à privilégier la quantité de prêts et mettre de côté la notion de la qualité des prêts. Aux États-Unis, la ruée vers la quantité s'est accélérée grâce à un autre problème de motivation que l'on ne voit normalement pas chez les prêteurs qui gardent une créance, soit un taux d'intérêt initial très avantageux. En anglais, a teaser rate. Normalement, le taux d'intérêt sur un prêt est plus élevé lorsque l'emprunteur ne jouit pas d'une bonne qualité de crédit. Le prêteur impose un coût d'emprunt plus élevé en raison du risque plus élevé qu'il prend en raison de consentir le prêt. Toutefois, lorsqu'on consent un prêt dans le but de céder la créance et le risque de crédit qui s'y rattache, pourquoi pas la sortir d'un teaser rate dans le but de le rendre les paiements abordables chez un grand bassin de la population? Pourquoi pas remettre à demain les problèmes de paiement si l'on peut effectuer la vente aujourd'hui? D'autant plus, peut-être même que par demain, la qualité de crédit de l'emprunteur, qui bénéficie maintenant de sa propre belle maison, sera améliorée à un tel point que l'emprunteur pourra se permettre de payer un taux d'intérêt plus élevé. De toute façon, ça ne sera pas mon problème comme génératrice de la créance. Toutefois, pendant des années, les prix de vente des créances ne tenaient pas bien compte de l'assouplissement des normes. C'était aussi le cas pour les prix des swaps sur défaillance, auxquels je faisais allusion plus tôt comme CDS. Lorsqu'ils ont éventuellement tenu compte de ces assouplissements, ces prix ont subi une correction brusque et importante, laquelle a contribué au déclenchement de la crise de 2008. Prenons une petite pause ici pour un brin d'histoire. On doit à Lewis Ranieri la méthode de titrisation que l'on connaît aujourd'hui. En fait, Ranieri est largement considéré comme l'inventeur du mot « securitization ». Ranieri œuvrait au sein de la banque d'investissement américaine Salomon Brothers lorsqu'il a mis sur pied, dans les années 1970, les TAC hypothécaires résidentiels modernes. En anglais, Mortgage Backed Securities ou MBS. Vous allez constater que le schéma de la titrisation dont l'hyperdien se retrouve dans le plan court détaillé fait référence au MBS comme étant une des catégories des TAC. Le génie de Ranieri, c'est l'intégration des éléments du bon fonctionnement de l'assurance que nous avons abordé dans un module antérieur aux techniques de la titrisation. Vous vous souviendrez que pour le bon fonctionnement de l'assurance, les risques assurés doivent être, dans un premier temps, homogènes, c'est-à-dire ils doivent réunir un grand nombre de risques de la même nature. Dans un deuxième temps, les risques assurés doivent être dispersés, c'est-à-dire on doit éviter de regrouper les risques qui ont des chances de se réaliser en même temps. Et dans un troisième temps, les risques doivent être divisés, c'est-à-dire il faut un bassin de risques assez vaste, de sorte que la réalisation d'un risque ne fait pas couler l'assureur. Vous vous souviendrez aussi que le principe de base de l'assurance, c'est qu'en réunissant les risques homogènes, dispersés et divisés, incertains lorsque pris de façon isolée, mais plus prévisibles lorsqu'ils sont étudiés dans un vaste groupe par le biais de la loi des grands nombres, il devient possible de protéger chaque personne qui fait partie de l'ensemble. En bref, la bonne distribution des risques parmi un grand groupe mène à de l'assurance de bonne qualité. Ranieri et son équipe chez Salomon Brothers ont intégré ce principe à la titrisation de créances hypothécaires pour en faire des TAC avec des rapports qualité-rendement très intéressants. En fait, je suis d'avis que le produit financier que Ranieri a conçu et les produits et les marchés financiers qui en ont découlé ont eu plus d'influence sur nos vies collectives que Steve Jobs et les autres titans de l'informatique l'ont eu. Les MBS ont complètement changé le monde financier, y compris les marchés des capitaux.
Ils ont en même temps permis aux banquiers de passer de salaires modestes, tel qu'il était le cas jusqu'aux années 80, à des salaires presque inimaginables. Retournons maintenant au sujet de l'étude. Comme je l'ai mentionné, la titrisation comme modèle d'affaires a changé le comportement de plusieurs institutions de dépôt américaines. Un grand nombre de telles institutions de dépôt ont commencé à privilégier la quantité des prêts au lieu de la qualité des prêts, en grande partie dû à l'absence du risque de crédit pour elles. Lorsqu'on est à l'abri du risque de crédit, les normes que l'on applique à l'octroi de tels prêts, y compris les taux d'intérêt connexes, peuvent aisément être à la baisse. C'est donc l'aléa moral associé à la titrisation. Jusqu'en 2008, plusieurs institutions de dépôt américaines disaient même que les normes applicables à l'octroi de tels prêts, y compris les taux d'intérêt connexes, devaient s'assouplir. Après tout, le bassin de gens avec des emplois stables et rentables, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit et qui veulent s'acheter des maisons, est un bassin qui n'est pas infini. Surtout aux États-Unis, où la politique publique de home ownership, c'est-à-dire l'accès à la propriété résidentielle, est une priorité depuis plusieurs décennies, pourquoi la propriété résidentielle devrait se limiter à un tel bassin de gens? Une telle politique publique et une telle politique épousée par d'énormes banques américaines, combinée avec la titrisation, a fait voir le jour à une nouvelle catégorie de prêts hypothécaires résidentiels, soit le prêt hypothécaire à haut risque, en anglais subprime mortgage loan ou tout simplement subprime mortgage. Au tournant du 21e siècle, on a même vu l'émergence d'une sous-catégorie de prêts hypothécaires américains à très haut risque, soit le prêt hypothécaire ninja, de l'anglais no income, no job or assets. Comme l'emprunteur n'avait ni revenu, ni emploi, ni actif à grande valeur à son nom, et que le prêteur assortissait le prêt hypothécaire d'un taux d'intérêt initial très avantageux, soit le teaser rate, le prêt hypothécaire ninja est une sous-catégorie très surprenante d'une perspective prudentielle. Malheureusement, les prêts hypothécaires américains à très haut risque ont donné lieu à des pratiques et des modalités carrément abusives, que l'on appelle souvent en anglais predatory lending, et ce au nom des profits entourant l'octroi et la vente de prêts. Le teaser rate, par exemple, était suivi d'un taux d'intérêt exorbitant qui n'était pas mis en évidence aux yeux de l'emprunteur vulnérable lors de la promotion ou l'octroi du prêt. Le prêt hypothécaire à très haut risque et la conduite abusive l'entourant ne sont probablement pas des phénomènes que Ranieri avait anticipés comme issus du TAC hypothécaire résidentiel qu'il avait conçu. Mais telle était l'attitude d'un grand nombre d'institutions de dépôt qui avaient la titrisation comme modèle d'affaires. On n'a rien à perdre de consentir un tel prêt, car le risque de défaut ne sera pas le nôtre. Mais le bénéfice de la vente de la créance sera le nôtre, y compris les frais de gestion du prêt que nous allons gagner par la suite. Mais comment se fait-il? Quel fournisseur de capital était prêt à investir dans de telles créances? La réponse est complexe, mais on peut noter au moins 8 prémices. Premièrement, la surconfiance dans les marchés de capitaux comme un système bancaire parallèle, en anglais a shadow banking system. Contrairement au financement par voie de dépôt, le financement par voie de titrisation s'effectue sur le marché primaire des capitaux. La réglementation de ce marché s'effectue surtout au niveau du comportement sur le marché, et ce marché est très peu assujetti à la réglementation prudentielle. Le système bancaire parallèle, que sont devenus les marchés de capitaux en 2007 et 2008, n'était ni soutenu, ni réglementé, ni surveillé de la même façon que le système bancaire traditionnel. En rétrospective, on constate que la migration aux États-Unis et dans certains autres pays vers le système bancaire parallèle a été trop loin, a été tolérée pendant trop longtemps. Les institutions financières, dont un grand nombre de banques, en sont devenues à courir des risques importants en comptant sur la liquidité à faible coût sur ces marchés. Toutefois, l'évaporation de la liquidité sur ces marchés qui a débuté en août 2007 a cristallisé ces risques. Avant de passer à la deuxième prémisse, j'ouvre une parenthèse. Tel que l'expose le livre Back from the Brink, une lecture facultative dans le cadre de ce module, c'est au sein du marché canadien
de papier commercial adossé à des actifs. En anglais, Asset-Backed Commercial Paper ou ABCP, que la première secousse importante de la crise financière mondiale imminente se faisait ressentir. Ce n'est pas dans un marché américain ou européen, mais bel et bien dans un marché canadien que l'on ressent la première secousse importante. Le papier commercial adossé à des actifs est une obligation à court terme qui existe depuis des décennies à travers le monde. C'est une obligation qui joue un rôle important au niveau de la gestion financière au sein des institutions financières et des entreprises commerciales de grande taille et qui, jusqu'en août 2007, était perçue comme étant à très faible risque. Toutefois, comme un des bons nombres d'actifs qui adossaient ces obligations comprenait des prêts hypothécaires américains et que les défauts sur ces prêts étaient à la hausse dramatique, les participants canadiens, motivés par la prudence, ont commencé à perdre confiance dans ces obligations. En fait, la perte de confiance totale dans ces titres s'est matérialisée en l'espace de quelques jours, ce qui a causé un choc énorme au sein du système financier canadien. Et je vous invite à lire Back from the Brink pour en savoir plus. Passons maintenant à la deuxième prémisse qui a soutenu le marché des TAC hypothécaires résidentiels jusqu'en 2007 et 2008. Grâce aux normes applicables à l'octroi de tels prêts assouplis et grâce aux teaser rates initiaux, un très grand nombre d'adultes aux États-Unis pouvaient obtenir et se permettre de faire des paiements sur un prêt hypothécaire. Ces conditions ont mené à une ruée vers l'American Dream du home ownership. Un nombre sans précédent d'achats de maisons a vu le jour. Par conséquent, la valeur immobilière a monté en flèche. On voyait même des gens à faible revenu acheter 2, 3 ou parfois 4, 5 maisons. Tout ça en raison de l'assouplissement des normes applicables à l'octroi de prêts et aux teaser rates initiaux. Et la raison de cet assouplissement de ces teaser rates? Eh oui, c'est bel et bien la titrisation. Troisième prémisse. D'environ 2003 jusqu'en 2007, plusieurs étaient d'avis que les prix des maisons aux États-Unis seraient en ascension à très long terme ou même en ascension perpétuelle. Avec une maison hypothéquée qui gagne en valeur, l'emprunteur qui ne jouit pas d'une bonne qualité de crédit peut tout de même renouveler ou refinancer son prêt hypothécaire à condition que la valeur de la maison excède la valeur du prêt et que l'emprunteur n'est pas en défaut du paiement du prêt. Quatrième prémisse. Les méthodes de titrisation des prêts hypothécaires résidentiels sont devenues très nuancées dans leur distribution des risques. Les titres garantis par des créances, en anglais Collateralized Debt Obligations ou CDOs, en sont un exemple que vous allez entendre dans le documentaire. Cinquièmement, les investisseurs étaient rassurés du fait que les agences de notation, en anglais Rating Agencies, attribuaient une cote élevée à la plupart des TAC hypothécaires spécialisés tels que les CDOs. Les agences de notation sont des sociétés privées à but lucratif qui évaluent les risques de crédit associés à un grand nombre d'actifs, y compris les CDOs. Toutefois, ces agences ont gravement surestimé la qualité d'un grand nombre de ces titres. Sixième prémisse. Selon Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque de l'Angleterre, dans son ouvrage Values, la grande majorité des gens se fiaient sur leur impression du travail effectué par les autres. Je cite la page 166 de son ouvrage. The vast majority assumed that someone else, the banks, the rating agencies, big investors, the owners of the structured investment vehicles, or the regulators who had trusted the wisdom of the markets, had asked the right questions and had done their hard work. Few connected the markets that grew on top of the markets. No one calculated the size of the exposures and relatively small changes that could destabilize the whole edifice. Septième prémisse. Comme je l'ai abordé dans l'enregistrement précédent, en ce qui concerne l'aléa moral, nombreux sont ceux qui ont misé sur la doctrine du too big to fail comme filet de sécurité. Nombreux étaient d'avis que le risque que l'édifice tombe était minime et que si l'édifice
viendrait invraisemblablement qu'à tomber, le gouvernement serait à la rescousse en guise d'éviter un cataclysme économique. 8e prémisse. Le risque de crédit sous-jacent, les TAC, était protégé par des produits financiers auxquels j'ai fait allusion plus tôt dans cet enregistrement, soit les swaps sur défaillance, en anglais Credit Default Swaps ou CDS. Tel que j'ai mentionné, le documentaire adresse à fond les CDS, donc mes propos au sujet des CDS seront limités. Les CDS sont dans la catégorie d'instruments financiers que l'on appelle souvent les produits dérivés, en anglais derivatives. Les produits dérivés sont des produits financiers dont la valeur dérive de la valeur d'un actif sous-jacent, par exemple une valeur mobilière comme un TAC. Les produits dérivés sont des produits financiers qui transfèrent le risque comme le fait l'assurance. Les CDS ressemblent beaucoup à l'assurance crédit, sauf que, comme c'est le cas de bon nombre de produits dérivés, ils sont négociés sur le marché spécialisé hors cote, un marché privé qui, contrairement à l'assurance, n'est pas assujetti à la réglementation prudentielle. À toute fin pratique, lorsque vous pensez CDS ou Credit Default Swaps, pensez assurance crédit, c'est-à-dire une assurance en vertu de laquelle un assureur paye l'assuré en cas de défaut de paiement qui est dû à l'assuré. L'émetteur le plus important des CDS dans les années qui précèdent la crise financière de 2008 était l'énorme assureur américain AIG. En premier, les CDS étaient des véritables compléments des CDOs. En vertu d'un CDS, AIG, par exemple, promettait que si la qualité des CDO détériorait à un seuil déterminé, elle paierait les titulaires de CDO. En contrepartie de cette protection financière, les propriétaires des CDO payaient un frais, en anglais a spread, à AIG et aux autres émetteurs des CDS. Ce frais était l'équivalent d'une prime d'assurance. Toutefois, les CDS de AIG et les autres émetteurs n'ont pas seulement été vendus aux titulaires des CDO. Ils ont aussi été vendus à des spéculateurs qui cherchaient à parier contre les titulaires de CDO. Dans de tels cas, les spéculateurs substituaient les titulaires de CDO. En d'autres mots, dans les cas de tels Credit Default Swaps, les spéculateurs et non les titulaires des CDO payaient un spread à AIG et aux autres émetteurs des CDS. Par conséquent, si la qualité des CDO détériorerait à un seuil déterminé, AIG paierait les spéculateurs. En passant, une telle pratique spéculative, où l'on recherche à profiter d'une baisse de valeur d'un instrument financier, porte le nom en anglais de shorting. On dirait donc que the speculators were using credit default swaps to short CDOs. That is, betting against the value of CDOs. Mais comme AIG et les autres émetteurs de CDS étaient soit d'avis que le risque de paiement était minime, ou que le gouvernement viendrait à leur rescousse, leur réserve relative à ce risque financier était minime ou non existant. De plus, les CDS sont négociés sur le marché hors cote, où il n'y a pas de déclaration obligatoire des transactions à un organisme gouvernemental. Ainsi, le manque de transparence sur ce marché est devenu un angle mort qui posait un risque énorme systémique. Laissez-moi vous raconter une brève anecdote. En 2005, le médecin devenu gestionnaire des avoirs, Dr. Michael Burry, a correctement prédit que la bulle immobilière américaine s'éclaterait dès le printemps 2007, en raison que plus de 15% des prêts hypothécaires aux États-Unis seraient en défaut. Selon Burry, un taux si élevé de défaut hypothécaire causerait les CDOs et de nombreux autres MBS à être en défaut. Cette conclusion a conduit Burry, en 2005, à demander à Goldman Sachs et les autres grandes banques d'investissement américaines de confectionner les premiers CDS qui pariaient contre les CDO, que Burry achètera ensuite au nom de ses clients. Burry fut donc le premier spéculateur à acheter un CDS. En d'autres mots, il était le premier à shorter, c'est-à-dire à parier contre les CDOs. On le croyait délirant, mais son analyse s'est avérée correcte et Burry et ses clients en ont profité énormément. En passant, Christian Bale joue le rôle de Burry dans le film de 2015 intitulé The Big Short.
Nous voici donc presque à la fin de cet enregistrement. Pour résumer, la titrisation est un modèle d'affaires au sein duquel on consent des prêts dans le but de céder les créances et le risque de crédit qui s'y rattache. Comme c'est généralement l'institution de dépôt qui génère ces créances, qui s'occupe ensuite de la gestion des créances titrisées, le modèle d'affaires se passe généralement à l'insu de l'emprunteur. De la perspective des institutions de dépôt, la titrisation possède au moins 3 avantages. Premièrement, elle permet aux institutions de dépôt de profiter à la fois des relations avec leurs clients et des opérations sur les marchés de capitaux. Deuxièmement, en vendant les créances, les institutions de dépôt cèdent le risque de crédit qui accompagne ces créances. Et troisièmement, elles permettent aux institutions de dépôt de transformer des actifs à court, moyen et long terme, c'est-à-dire les créances, en argent qu'elles peuvent prêter à nouveau et de façon immédiate. Comme les prêteurs qui vendent des prêts n'assument plus les risques de crédit qui s'y rattachent, les normes applicables à l'octroi de tels prêts peuvent aisément se dégrader. De plus, le taux d'intérêt sur ces prêts, qui est normalement plus élevé lorsque l'emprunteur ne jouit pas d'une bonne qualité de crédit, peut aisément être à la baisse. Cela crée des conditions tentantes pour une institution de dépôt de privilégier la quantité de prêts au lieu de la qualité des prêts. À la lumière de ces conditions, et que le bassin d'emprunteurs hypothécaires résidentiels solides n'est pas illimité, la titrisation a donné lieu à des prêts hypothécaires résidentiels à haut risque, voire à très haut risque aux États-Unis. La foi des investisseurs dans cette nouvelle catégorie des prêts hypothécaires était fondée sur de nombreuses fausses prémices. Nous avons abordé 8 de ces prémices, y compris que la valeur des immeubles américains hypothéqués serait en ascension à très long terme, ou même en ascension perpétuelle. Le présent enregistrement est maintenant terminé. À bientôt.